Des murmures se font entendre, des chuchotements à peine audibles que nous n'avions pas remarqués sur le moment. Ils semblaient venir de nulle part ou de partout à la fois. Je suis flic, et un collègue est venu me voir juste après une intervention assez étrange qu'il venait de gérer. Une vieille dame insistait sur le fait que quelqu'un entrait dans sa maison mobile pour voler des choses ou les déplacer lorsqu'elle dormait ou n'était pas chez elle. C'est typique des appels liés à des cas de démence, les personnes insistent, mais les faits ne collent pas, et après un moment à discuter avec elles, on commence à comprendre qu'elles ne sont plus complètement lucides. Elle avait déjà appelé la police auparavant, et un officier lui avait conseillé de prendre des mesures pour se protéger ou prouver que ça n'arrivait pas. Elle avait suivi les recommandations, elle avait vissé toutes ses fenêtres, changé les serrures des portes, installé des caméras à l'intérieur et un système d'alarme avec des détecteurs de mouvement. Elle dormait même dans une chambre verrouillée, d'où elle pouvait activer ou désactiver l'alarme sans quitter la pièce. Et pourtant, elle disait que quelqu'un continuait à entrer chez elle. À ce stade du récit, ma première pensée a été que cela devait être de la démence. Comment diable quelqu'un pourrait encore entrer après tout ça? Sinon, ça aurait été une de ces histoires terrifiantes où une personne vit en secret dans votre maison, mais elle n'a pas de grenier ni d'espace caché, donc ça ne collait pas. Mon collègue a alors vérifié les enregistrements des caméras, et c'est là que ça devient bizarre. On voit clairement la dame quitter la maison et verrouiller la porte d'entrée. Puis, effectivement, sur l'un des enregistrements, une main apparaît dans un coin de l'image, à l'intérieur de la maison. Après avoir vu ça, mon collègue a fouillé la maison de fond en comble, intérieur comme extérieur. Pas de point d'entrée, pas de point de sortie, aucune trace d'effraction. Et rien ne manquait dans la maison. Finalement, il n'a pas pris de rapport, parce qu'il ne savait pas comment rédiger une déclaration sans dire que c'était un fantôme. Ce n'est pas une histoire paranormale typique, mais elle est sans doute la plus effrayante que j'ai vécue ces 10 dernières années, tout simplement à cause de l'élément humain. Par souci d'anonymat, tous les noms et lieux ont été modifiés. L'appel que nous avons reçu semblait banal, une personne suspecte dans une grande maison de retraite. Pas beaucoup plus de détails. Mon coéquipier et moi arrivons sur place pour trouver une femme attendant devant son véhicule, moteur coupé. Elle tient dans ses bras un enfant d'environ 3 ans, le genre de bambin aux joues rondes et angéliques. L'administrateur du centre nous explique que la femme, que j'appellerai Tracy, est une infirmière contractuelle qui vient parfois prêter main forte pour les soins des résidents âgés. Ce jour-là, elle s'était présentée alors qu'elle ne travaillait pas. Elle s'était approchée d'un vieil homme, Joe, l'avait installé dans son fauteuil roulant et avait déposé son enfant sur ses genoux. Ensuite, elle avait tenté de sortir Joe de l'établissement, malgré ses cris. Le personnel est intervenu pour l'arrêter. Tracy s'est mise en colère, affirmant que Joe était son grand-père et qu'elle voulait simplement le promener. Sauf que Joe n'avait aucun lien de parenté avec elle, c'était un ancien policier à la retraite. Peu après, Tracy s'était mise à fouiller dans les armoires de médicaments et avait griffé une autre infirmière qui avait tenté de l'arrêter. Ce qui rendait la situation encore plus troublante, c'est que, 6 heures auparavant, Tracy était une femme ordinaire. Selon ses collègues, elle était venue travailler sans le moindre problème et était rentrée chez elle comme d'habitude. Pas d'antécédents de toxicomanie, pas d'historique de troubles mentaux. Le personnel de la maison de retraite hésitait à porter plainte, troublé par ce changement soudain et incompréhensible. Quand j'ai parlé à Tracy, elle paraissait totalement normale. Elle expliquait calmement ce qu'elle faisait et pourquoi, fournissant toutes les informations demandées. Rien dans son comportement ne justifiait une arrestation. Joe ne voulait pas porter plainte, et l'établissement non plus. La seule chose qui clochait, c'était son insistance. Joe était son grand-père, selon elle, malgré la preuve du contraire. J'ai envisagé une garde à vue d'urgence pour raisons psychiatriques, mais son fils semblait bien traité, et rien ne me permettait de l'obliger à se faire examiner. Nous avons donc appelé sa famille. Son père est arrivé, affirmant que Tracy n'avait jamais montré de signes inquiétants. Pas de drogue, pas de maladie. Mais après avoir échangé avec elle, il m'a tiré à part et a dit « Cette femme ressemble à ma fille, mais ce n'est pas ma fille ». Alors que nous parlons,
j'entends la portière de la voiture se fermer et les verrous claquer. Un mauvais pressentiment me traverse, une sorte de sixième sens. À l'intérieur, Tracy tient son fils contre elle, le faisant rebondir sur ses genoux. Je frappe à la vitre et lui demande de sortir pour continuer à discuter. Elle refuse. Son père propose de prendre l'enfant dans ses bras, mais Tracy rétorque « Ce n'est pas mon père ». À ce moment-là, elle serre l'enfant contre elle et murmure « Vous voulez juste me prendre mon bébé ». L'enfant cesse de rire. Ses petits bras et jambes bougent de façon désordonnée. Il ne respire plus. Je frappe la vitre à coups de bâton, 3 fois, avant qu'elle ne cède. Mon superviseur crie de l'autre côté de la voiture, mais tout ce que je vois, c'est cet enfant inerte dans les bras de Tracy. Je traverse la vitre brisée, tirant doucement l'enfant de son étreinte. Il pousse un cri perçant, et Tracy me fixe avec un sourire terrifiant. « Tu veux juste me voler mon bébé, espèce de démon blanc », dit-elle. Puis, tout bascule. Elle montre les dents et mord violemment l'enfant. Le cri de douleur du petit résonne dans mes oreilles. Je l'arrache de ses bras, forçant sa mâchoire à se desserrer. Tracy devient soudainement molle, inerte, tandis que son père emmène l'enfant à l'intérieur pour le faire soigner. Il survit, mais il a perdu une oreille. Je l'ai revue plus tard au tribunal, lorsqu'elle a été placée dans un institut psychiatrique à vie. Ses yeux étaient vides, exactement comme cette nuit-là. Comme si tout ce qui faisait d'elle une personne avait disparu. Même aujourd'hui, je ne comprends pas comment une femme en parfaite santé a pu sombrer dans une telle folie en un instant. Cela me hante encore, bien plus que n'importe quelle histoire de fantôme. Cela m'est arrivé l'autre nuit, pendant un entraînement nocturne avec mon chien K9 dans un ancien sanatorium-hôpital abandonné appartenant à l'État. Le bâtiment est divisé en 2 sections, une partie ancienne, principalement reconvertie en bureau, et une partie plus récente, qui ressemble à un hôpital moderne. Ce soir-là, plusieurs collègues et leurs chiens étaient présents pour l'entraînement. Les chiens restent dans leurs véhicules de patrouille respectifs lorsqu'ils ne sont pas en cours d'exercice. Pour cette session, tout le monde s'entraînait dans le sous-sol de la section récente. Les exercices consistaient à faire chercher un suspect dans le bâtiment. Le suspect portait un costume de morsure, et les chiens devaient le trouver et mordre. Mon chien, lui, n'en est pas encore à ce stade de l'entraînement. Mon instructeur principal m'a donc emmené dans un autre étage pour travailler sur d'autres exercices. Nous montons au 3e étage avec mon instructeur et mon chien. Cet étage est organisé autour d'une sorte de poste central, probablement une ancienne station d'infirmière. Plusieurs longs couloirs s'étendent de ce poste central. Je me tiens dans l'un de ces couloirs avec mon chien face à la station, tandis que le couloir derrière moi s'étire sur environ 40 mètres avec plusieurs pièces de chaque côté. Je mets mon chien en position assise et écoute les instructions de mon instructeur. Mon chien et moi sommes concentrés sur ce qu'il dit. Puis, soudain, mon chien tourne la tête et regarde derrière moi, dans le couloir. Juste à ce moment-là, j'entends une voix grave et marmonnée, comme celle d'un homme, venant de derrière moi. Je coupe mon instructeur et me retourne pour écouter. Mais dès que je me tourne, la voix s'évanouit. Mon chien, quant à lui, reporte son attention devant, comme si rien ne s'était passé. À ce stade, je commence à me sentir vraiment mal à l'aise. L'hôpital est censé être verrouillé de manière hermétique, et nous avons fait un tour préalable pour nous assurer que personne n'y squattait. Et même si on avait raté quelqu'un, mes annonces répétaient « Police K9 ». Sortez maintenant ou identifiez-vous. Sinon, je lâche le chien et vous serez mordu. Aurait suffi à faire fuir n'importe qui. Je crois aux fantômes, mais je ne pense pas que ce que j'ai entendu était une conversation des autres équipes en bas. Nous étions 4 étages au-dessus, dans un bâtiment immense. Le son n'aurait pas pu voyager comme ça. Après cet incident, j'ai essayé de chercher l'origine de la voix, mais je n'ai rien trouvé. Pas une trace, pas un bruit. Cette histoire n'est peut-être pas aussi choquante que d'autres, mais elle m'a laissé une impression persistante de malaise. Cette voix, et le fait que mon chien l'ait remarqué en même temps que moi, rendent cet événement difficile à oublier.
L'un des blocs de cellules de la prison est souvent considéré comme hanté par un homme qui y a été assassiné dans les années 90. Il a été battu à mort avec un téléviseur. L'histoire est bien connue parmi le personnel, mais nous évitons d'en parler aux détenus. Si on leur racontait, ils commenceraient à avoir peur de leur propre ombre ou chercheraient tous les moyens possibles pour être transférés ailleurs. Personnellement, j'ai été témoin de choses qui me donnent froid dans le dos. J'ai vu des portes de cellules mécaniques se fermer brutalement sans raison, comme si une force invisible les claquait avec colère. Et ce n'est pas tout. De nombreux détenus se plaignent que leur téléviseur change de chaîne tout seul ou tombe en panne de manière inexplicable. Ce qui est encore plus étrange, c'est que la plupart de ces détenus ne connaissent pas l'histoire du meurtre. Nous ne leur racontons rien, précisément pour éviter de déclencher des comportements irrationnels. Un incident en particulier reste gravé dans ma mémoire. Une nuit, alors que je faisais ma ronde habituelle, j'ai entendu un claquement sec derrière moi. Je me retourne et vois une porte de cellule, qui était auparavant ouverte, se refermer violemment. Pas de courant d'air, pas de dysfonctionnement visible. Rien ne pouvait expliquer ce mouvement soudain. J'ai pris une grande inspiration et j'ai continué ma ronde comme si de rien n'était, mais je sentais une tension dans l'air, une sensation lourde et oppressante. Les récits des détenus sont également troublants. L'un d'eux m'a raconté que son téléviseur s'était allumé tout seul en pleine nuit, affichant un écran blanc avant de s'éteindre brutalement. D'autres prétendent qu'ils sentent une présence près d'eux lorsqu'ils dorment ou qu'ils entendent des bruits de coups contre les murs, bien après que le bloc soit plongé dans le silence. La plupart de ces histoires proviennent de détenus qui n'ont aucun moyen de connaître les événements du passé. Que l'on y croit ou non, ce bloc de cellules dégage une ambiance particulière, presque suffocante. Même les agents les plus endurcis évitent d'y rester seuls trop longtemps. C'est comme si quelque chose, ou quelqu'un, voulait s'assurer qu'on n'oublie pas ce qui s'est passé là-bas. Et franchement, que ce soit réel ou non, je préfère ne pas le découvrir. Je roulais tranquillement quand je suis tombé sur une jeune femme debout au milieu de la route. Mon premier réflexe a été de lui dire de faire attention. Mais dès que je l'ai vue de près, il était évident que les lumières étaient allumées, mais qu'il n'y avait personne à la maison. Elle fixait un point dans le vide, immobile, complètement absente. Pendant tout le temps où j'ai été avec elle, elle n'a pas prononcé un seul mot. Je me suis retrouvé dans une situation étrange, elle n'avait rien fait d'illégal, elle avait visiblement besoin d'aide, mais sur le plan médical, elle semblait aller parfaitement bien. Alors que je réfléchissais à la marche à suivre, elle a soudainement commencé à tourner sur elle-même. Pas juste un mouvement léger ou maladroit, mais une véritable rotation sur place, comme une toupie humaine. Bien sûr, tourner sur soi-même n'est pas illégal. Ma première pensée a été qu'elle faisait partie de ces activistes ou fauteurs de troubles qui cherchent à provoquer la police. J'en ai déjà vu, et je connais leur tactique. Alors, je me dis, très bien, tourne autant que tu veux, amuse-toi. Mais soudain, elle perd l'équilibre, tombe, et se cogne violemment la tête contre le côté de ma voiture de patrouille. Super. Exactement ce qu'il me fallait. Je m'empresse d'appeler une ambulance, mais elle semble aller bien. Toujours pas un mot, mais elle lève les yeux vers le ciel. Ok, c'est une belle journée, pourquoi pas. Profite du soleil, me dis-je en essayant de me détendre. Je commence à remplir de la paperasse, puis je la regarde de nouveau. Son visage est maintenant rouge vif, ses yeux pleins de larmes. C'est là que je réalise qu'elle essaie délibérément de fixer le soleil, probablement pour se brûler les rétines. C'était une première pour moi. Je prends alors un livre ou une feuille pour lui faire de l'ombre et l'empêcher de se blesser davantage. L'ambulance arrive, et on l'emmène à l'hôpital. Une fois sur place, voilà qu'elle ne sait plus marcher. À ce stade, je suis presque certain qu'elle se moque de moi, mais je lui trouve un fauteuil roulant. Et c'est là que ça devient encore plus bizarre. Dans le fauteuil, elle adopte la posture d'un « je suis une petite théière », un bras plié à la taille, l'autre tendu comme une anse, et elle reste ainsi figée. Pas un mouvement, pas un mot. Pendant 1 heure entière. J'en viens à considérer 3 possibilités. Elle prétend être figée dans le temps pour se moquer de moi. Elle souffre d'un grave problème de santé mentale.
Elle est possédée. Franchement, à ce moment-là, j'étais convaincu que c'était la dernière option. Je décide donc de la faire interner en urgence pour qu'elle soit prise en charge par des professionnels. Une semaine plus tard, par curiosité, je contacte l'hôpital pour savoir ce qu'il en est. Leur réponse ? Elle est toujours figée dans la même position, comme une statue. Mon père m'a raconté cette histoire quand j'avais 12 ans, et encore aujourd'hui, il peut en décrire chaque détail comme si c'était arrivé la semaine dernière. Mon père a servi dans la police pendant 20 ans, et lorsqu'il était encore une jeune recrue, il participait souvent à des barrages routiers nocturnes pour attraper les conducteurs en état d'ivresse. Ce genre d'opération était devenu routinier pour lui et son équipe. Cette nuit-là semblait commencer comme les autres, jusqu'à ce qu'une Toyota Corolla s'approche d'eux avec ce qui ressemblait à une couverture blanche accrochée sur son toit, flottant dans le vent. Ils ont trouvé ça étrange, mais rien qui sortait vraiment de l'ordinaire. L'un d'eux a même plaisanté en disant que le conducteur devait essayer de sécher son linge tout en rentrant chez lui. Mais les rires se sont arrêtés net quand la voiture s'est approchée. Ils ont tous vu ce qui ressemblait à une femme en blanc, allongée à plat ventre sur le toit de la voiture. La silhouette semblait glisser lentement, comme une limace, vers l'arrière, avant de disparaître derrière le véhicule lorsque celui-ci s'est finalement arrêté devant eux. Il leur a fallu plusieurs minutes pour se ressaisir. Ils se sont regardés, comme pour confirmer, « Vous avez vu ça, pas vrai ?» Le plus gradé de l'équipe a pris les devants, malgré un léger tremblement dans sa voix, et a posé les questions habituelles au conducteur. Il lui a demandé de sortir de la voiture pendant que mon père et le reste de l'équipe inspectaient le véhicule, y compris le coffre. Rien d'anormal à signaler. Le conducteur, un sergent-chef de l'armée, avoua qu'il revenait d'un événement d'entreprise et qu'il avait bu quelques bières. Il avait décidé de dormir dans sa caserne pour cuver avant de prendre la route. C'était pourquoi il roulait à 7 heures tardives, environ 4 heures du matin. Il a réussi leur test de sobriété sans problème. L'équipe a ensuite commencé à lui poser des questions plus spécifiques, notamment s'il avait remarqué quelque chose d'étrange sur la route. Au début, il a répondu que non, mais après un moment, il a mentionné avoir dû faire une embardée pour éviter ce qu'il décrivait comme un oiseau volant à l'envers. Il trouvait ça bizarre, mais pas suffisamment pour le signaler aux policiers. C'est alors que le gradé lui a conseillé de faire un arrêt dans un café ouvert 24 heures avant de rentrer chez lui. Selon les croyances locales, si un esprit malveillant vous suit, s'arrêter en chemin les désoriente et les empêche de vous suivre jusqu'à votre domicile. Le conducteur, perplexe au début, finit par comprendre et hocha la tête en acceptant. Après son départ, mon père et son équipe ont appelé leur station pour signaler l'incident, puis ont décidé de mettre fin à leur ronde plus tôt que prévu. Ils n'ont jamais su ce qui est arrivé au conducteur, mais mon père espère qu'il est rentré sain et sauf. Je suis en patrouille depuis plusieurs années, et j'adore les situations étranges comme celle-ci. Cette nuit-là, j'étais accompagné d'un collègue en renfort, qui a tout vu. Le central nous a envoyés sur un appel dans une zone montagneuse, tard dans la nuit. L'appelante rapportait que plusieurs personnes se tenaient sur sa propriété, levant un bébé au-dessus de leur tête tout en chantant. L'histoire paraissait absurde, et j'ai souri en entendant les détails donnés par le central. Mais en arrivant sur place, après une vingtaine de minutes à serpenter sur une route isolée, l'ambiance a vite changé. Il n'y avait rien autour. Pas de passants, pas de voitures, juste un silence pesant. Je suis arrivé devant l'entrée de la propriété, une allée clôturée bordée d'arbres clairsemés. Après une courte marche, j'ai aperçu la maison de l'appelante, une bâtisse sombre, faiblement éclairée par 2 petites lampes près de la porte d'entrée. Elle était entourée de forêts épaisses sur 3 côtés, et rien que de la regarder me donnait un drôle de sentiment. Une légère tension montait en moi. Je suis monté sur le patio et ai frappé à la porte. Presque aussitôt, j'ai entendu quelque chose bouger à ma gauche, tout près. Le bruit m'a surpris, c'était fort, comme si quelque chose de gros se déplaçait. J'ai tourné la tête, balayant la zone avec ma lampe de poche. Rien. Juste le patio vide. J'ai continué à frapper,
et c'est là que j'ai entendu deux voix distinctes à l'intérieur, une voix féminine et une voix masculine. Cela m'a rassuré un peu. Peut-être que ce bruit venait de l'intérieur. Finalement, une femme a ouvert la porte. Elle était terrifiée, presque en larmes, et m'a supplié d'entrer et de refermer derrière moi. À l'intérieur, elle m'a conduit au salon. Là, j'ai vu un vieux moniteur de sécurité, le genre rudimentaire qu'on utilise pour surveiller un bébé. Il diffusait une vidéo en direct du patio et de la porte d'entrée où je venais de me tenir. L'audio était silencieux, et l'image, bien que de mauvaise qualité, était suffisamment nette pour distinguer les détails de la scène. La femme a commencé à m'expliquer ce qui s'était passé, mais je l'ai interrompue pour lui demander où se trouvait l'homme que j'avais entendu. Elle m'a regardé, confuse, et m'a assuré qu'elle était seule. J'étais incrédule. J'avais clairement entendu une voix masculine. J'ai insisté, pensant qu'elle me mentait, mais mon partenaire a fouillé la maison et n'a trouvé personne. Elle m'a alors raconté qu'elle lisait sur le canapé quand elle a entendu des bruits étranges sur le moniteur. En regardant l'écran, elle avait vu deux personnes sur le patio, debout devant sa porte. Elle a immédiatement appelé la police. Pendant qu'elle expliquait, l'audio du moniteur, jusque-là calme, est soudain monté en volume, si fort que nous nous sommes tous arrêtés de parler. Elle tremblait de peur. Le son ressemblait à un vent violent, mais il n'y avait pas de vent cette nuit-là. Je lui ai demandé « Qu'est-ce que c'est ?» Elle a répondu d'une voix tremblante « Ce sont eux ». Mon partenaire, visiblement nerveux, a évité mon regard. Elle m'a montré des photos qu'elle avait prises avec son téléphone, des captures d'écran du moniteur. La qualité était médiocre, et je ne voyais rien au début. Mais en continuant de défiler, j'ai vu ce qu'elle décrivait, deux silhouettes sombres, grandes, sans traits distincts, debout devant la porte. L'une des figures semblait tenir quelque chose dans ses mains. Une autre photo montrait cet objet posé au pied de la porte, tandis que les deux silhouettes restaient immobiles à côté. Je n'arrivais pas à y croire. Mon Dieu, elle dit la vérité, ai-je pensé. Nous sommes sortis vérifier les alentours, avançant jusqu'à la lisière des bois. Je mentionne le bruit sur le patio et la voix masculine dans la maison. Mon partenaire, visiblement à bout, me demande d'arrêter d'en parler. Après avoir inspecté les lieux sans rien trouver, nous retournons à l'intérieur. La femme, paniquée, nous informe qu'elle ne passera pas la nuit ici. Elle allait se rendre en ville et passer la nuit dans un hôtel. Je ne pouvais pas la blâmer. En retournant à nos voitures, mon partenaire n'a pas perdu une seconde, il est monté dans son véhicule et a démarré immédiatement. J'ai ri, mais la vérité, c'est que je me sentais aussi mal à l'aise. Seul, dans l'obscurité de cette montagne, tout semblait plus oppressant. Je n'ai pas tardé à quitter les lieux non plus. Quand j'avais entre 19 et 21 ans, je travaillais comme agent de sécurité pour une société locale d'investigation privée. Je sais que je n'étais pas techniquement un membre des forces de l'ordre, mais j'ai toujours cherché un endroit pour partager cette histoire. Un soir, j'avais un poste de 12 heures, de midi à minuit, dans un cinéma haut de gamme. Mais juste avant de terminer, mon patron m'appelle pour m'assigner une mission sur un chantier de 1K, là où tout le monde semblait annuler ses gardes. Le plus tôt tu peux y être, le mieux ce sera, m'a-t-il dit. Après mes 12 heures au cinéma, j'ai enchaîné une autre mission de 15 heures à 8 heures du matin sur ce site. Quand je suis enfin rentré chez moi, il était environ 9h30, et j'étais tellement épuisé que je pouvais à peine garder les yeux ouverts. Mais à peine arrivé, je reçois un appel de mon frère. C'était son anniversaire, et je l'avais complètement oublié. Je rejoins ma famille pour faire des courses et dîner dans un restaurant à environ 45 minutes de chez moi. Vers 13h, je leur dis que je dois partir parce que je n'arrive plus à tenir debout. Sur le chemin du retour, aucune musique ni le fait de rouler fenêtres ouvertes ne m'aidait à rester éveillé. Je me suis mis à dévier dans l'autre voie de circulation. Je décide alors qu'il vaut mieux s'arrêter. Je regarde autour de moi et je vois un magasin de glace. Cela me paraît étrange, la route que je prends est une petite route de campagne, et ce genre d'endroit semble dépendre du passage piétonnier, pas du trafic de voitures. Devant le magasin, une femme m'accueille en me demandant si je m'arrête pour une glace.
Je ne voulais pas être impoli et lui dire que je cherchais juste un endroit pour somnoler, alors j'ai répondu oui. À l'intérieur, l'endroit était étrange. Un peu en désordre. Cela ressemblait à un mélange aléatoire de meubles récupérés dans d'anciens restaurants de barbecue. La même femme se tenait maintenant derrière le comptoir. Je commande 2 boules de chocolat dans un cornet et sors ma carte bancaire pour payer. « On ne prend pas les cartes ici, » dit-elle, tout en me tendant déjà le cornet. Je cherche dans mes poches et retourne à mon camion pour voir si je trouve de la monnaie. Je mets la main sur environ 50 centimes et les lui donne. Elle me dit que le prix était de 1,80 $, mais que ça ira. J'étais tellement fatigué que je n'ai pas trop réfléchi. Elle m'avait déjà donné la glace avant même que je puisse dire quoi que ce soit. Je la remercie et sors pour manger mon cornet. Je suis du genre à me salir en mangeant, et avant même de retourner à mon camion, j'avais déjà du chocolat sur mon visage et mon uniforme. Alors que je m'apprête à monter dans mon véhicule, la femme sort du magasin pour me parler. « Vous avez l'air troublé, » me dit-elle. « Mais quoi que vous traversiez, ça ira. » Je la remercie rapidement, monte dans mon camion, et rentre chez moi pour m'écrouler de fatigue. Le lendemain, en préparant mon uniforme, je remarque une tache de glace au chocolat sur ma chemise. Le magasin n'était pas loin de chez moi, alors je décide d'y retourner pour payer ce que je lui devais. En arrivant, je trouve le bâtiment verrouillé. Les vitres sont couvertes de poussière, comme si personne n'avait touché les lieux depuis des années. Avant de devenir officier dans la police d'État, mon père a travaillé comme agent de sécurité dans une grande usine. Ce n'est pas le genre de personne superstitieuse, alors quand il m'a raconté cette histoire avec un sérieux étrange, ça m'a vraiment mis mal à l'aise. Il a toujours dit, je ne joue pas avec ces trucs-là, en parlant du surnaturel. Cette histoire remonte au début des années 80. À l'usine, il travaillait toujours de nuit. C'était juste lui, et cette immense usine vide. Il avait sa petite salle où il pouvait regarder la télé, écouter la radio, et se détendre entre ses rondes. Mais le reste de l'usine, hormis les sorties, était plongé dans le noir. Son travail consistait à faire une patrouille toutes les heures. Il se levait, attrapait sa lampe de poche, et faisait le tour du bâtiment, en longeant les allées, jetant un œil à gauche et à droite à la recherche de quelque chose d'inhabituel. Une nuit, il se prépare comme d'habitude, lampe en main, et sort dans l'obscurité de l'usine. Dès qu'il entre dans le hall principal, il remarque quelque chose d'étrange. Vous savez, cette sensation où vos yeux s'ajustent à l'obscurité, où vous commencez à distinguer des formes, mais rien de clairement défini. Eh bien, il y avait quelque chose là-bas. Une forme plus sombre que l'obscurité ambiante. Et elle bougeait. Il s'est figé un instant, le souffle court. Ses yeux se sont ajustés un peu plus, mais tout semblait normal maintenant. Peut-être qu'il avait juste imaginé ce mouvement. Il a balancé le faisceau de sa lampe dans la pièce, ne trouvant rien d'inhabituel. Alors, il a décidé de continuer sa ronde, convaincu qu'il se faisait des idées. Il a parcouru les rangées une par une, le bruit de ses propres pas résonnant dans le vide. Tout était calme, mais il ne pouvait s'empêcher de sentir une tension dans l'air. Même sans cette ombre, l'usine était déjà assez effrayante la nuit. Quand il a atteint la fin des rangées, il est arrivé dans une grande zone ouverte près de l'entrée principale. D'ordinaire, il y avait une lumière au-dessus de la porte, mais ce soir-là, elle semblait anormalement faible, presque éteinte. Ce détail l'a mis encore plus mal à l'aise. Il a commencé à transpirer et a décidé de ne pas perdre plus de temps. Il s'est retourné pour regagner le hall principal et revenir à sa salle de surveillance. C'est là qu'il l'a vu. Du coin de l'œil, à sa droite. Une silhouette noire, enveloppée dans une sorte de cape. Il a instinctivement pointé sa lampe dessus. Ce qu'il a vu le fait encore frissonner aujourd'hui, une figure grande, humanoïde, mais sans traits distincts. Une ombre vivante. Il ne s'est pas arrêté. Il n'a pas cherché à comprendre. Il a tourné les talons, et remonté directement à sa salle, a verrouillé la porte derrière lui, et n'en est pas sorti avant l'aube. Quand le soleil s'est levé, il a quitté l'usine, pris son téléphone et appelé le propriétaire pour lui dire qu'il ne reviendrait pas.
Et il ne l'a jamais fait. Honnêtement, je ne peux pas lui en vouloir. Je travaille dans les forces de l'ordre depuis près de 6 ans, et j'ai eu quelques expériences surnaturelles pendant mes patrouilles. La plus récente s'est déroulée lors d'un appel pour un 911 raccroché. C'était une nuit d'été, probablement vers 2 ou 3 heures du matin, et je faisais équipe avec un collègue. On reçoit un appel pour un 911 raccroché, une personne a appelé, puis a immédiatement raccroché. Le centre d'appel a essayé de rappeler, mais personne n'a répondu. Le secteur où je travaillais ce soir-là est celui où j'ai passé la majeure partie de ma carrière. Je connais presque toutes les rues, mais l'adresse signalée par l'appel, localisée via des coordonnées GPS, m'était inconnue. J'avais souvent conduit près de cette route, mais je n'avais jamais eu d'intervention là-bas. Nous arrivons sur cette vieille route de terre, bloquée par une chaîne métallique avec un panneau indiquant « Propriété privée, défense d'entrée ». Comme nous devons enquêter, mon partenaire et moi continuons à pied sur ce long chemin de gravier, qui fait d'environ 100 mètres de long. Le pire, c'est que de chaque côté de la route se dressait une haute clôture en mailles métalliques. Cela nous mettait dans ce qu'on appelle un entonnoir mortel. Si quelqu'un nous attendait au bout avec, disons, une arme automatique, nous n'aurions aucun endroit où nous mettre à couvert. Heureusement, ce n'était pas le cas. Quand nous arrivons au bout du chemin, nous voyons 2 maisons, une de chaque côté. Nous supposons d'abord que l'appel vient de l'une d'elles. Je braque ma lampe torche sur l'une des maisons et aperçois une silhouette bouger à l'intérieur. Bon sang, il y a vraiment des gens qui vivent ici, pensais-je, certain que les maisons seraient abandonnées. Peu après, un homme et une femme sortent et nous demandent ce qui se passe. Nous leur expliquons que nous avons reçu un appel pour un 911 raccroché provenant de l'adresse 123 et leur demandons s'ils ont appelé. L'homme nous dit que leur adresse est 124 et que la maison en face est le 125, qui est vacant. Il mentionne qu'il existe bien une maison au 123, mais qu'elle est située dans une zone boisée, envahie par des hautes herbes, au nord de sa maison. Il précise que cette maison est abandonnée, délabrée, et ne peut être atteinte qu'à pied, à environ 200 mètres de là. Pendant ce temps, nous recevons 2 autres appels 911 raccrochés venant de la même adresse. Même scénario. Avant de nous aventurer dans les bois, nous appelons des renforts. Finalement, une autre équipe de 2 agents arrive, ce qui fait que nous sommes 4. Les 4 d'entre nous nous dirigeons vers la maison, 2 avec des fusils d'assaut prêts à toute éventualité. Nous suivons un sentier à peine visible, en nous battant contre des toiles d'araignée et des branches basses. Lorsque nous atteignons enfin la maison, elle ressemble à quelque chose sorti tout droit d'un film d'horreur. Délabrée, un arbre traversant son centre, les murs à moitié effondrés, envahis par la végétation. Malgré l'état des lieux, nous décidons d'aller voir à l'intérieur. Mon plus grand souci à ce moment-là était que cette maison pourrie s'effondre sur nous et que personne ne puisse nous retrouver. Nous inspectons chaque recoin de la maison. Absolument rien. Pas une âme. Tout a été vérifié. Satisfaits, nous sortons et commençons à retourner vers les 2 premières maisons. Pendant que nous marchons, le centre d'appel nous signale qu'un autre 911 raccroché vient de la même adresse. Cette fois, ils ont réussi à rappeler, et quelqu'un a décroché. Le centre rapporte qu'ils ont entendu ce qui ressemblait à un enfant jouant au téléphone. Nous nous regardons les uns les autres, fatigués et mal à l'aise. Nous avions fait tout ce que nous pouvions, et il était hors de question de retourner dans cette maison qui semblait habitée par quelque chose que nous ne pouvions pas gérer. Nous clôturons l'appel et n'avons reçu aucun autre appel 911 de la nuit. Environ 6 mois plus tard, en plein hiver glacial, un autre appel 911 raccroché arrive de la même adresse. Cette fois, je suis avec 3 autres collègues qui n'étaient pas là la première fois. Je leur raconte l'histoire, et ils sont enthousiastes à l'idée d'aller voir. Les 4 d'entre nous retournons à la maison, beaucoup plus accessible grâce au froid qui a tué la végétation. Mes collègues décident d'entrer dans la maison. Moi, je reste dehors, déjà assez traumatisé par la première visite. Ils ne vont pas loin avant de réaliser que la maison est sur le point de s'effondrer. Nous partons à nouveau, aucun enfant ne rappelant cette fois. Si je retourne un jour là-bas, je prendrai une photo de la maison pour aider les gens à comprendre à quel point cet endroit est lugubre.
Mon partenaire et moi avons reçu un appel d'une vieille dame qui disait avoir une dispute avec quelqu'un. Nous arrivons chez elle, et elle nous dit qu'elle est seule. On lui demande, « Mais alors, avec qui avez-vous une dispute ?» Elle répond, « Oh, juste avec cet esprit dans une de mes pièces. » Mon partenaire et moi nous échangeons un regard, du genre, « Elle est âgée, ça doit être de la démence ou quelque chose dans ce genre. » Pendant qu'on lui parle, elle nous explique qu'il y a parfois un mauvais esprit qui traîne dans sa maison. Elle précise qu'il est actuellement dans la pièce du fond et que évidemment les lumières ne fonctionnent pas. On essaie gentiment de lui dire que ce n'est probablement pas un esprit et qu'on doit aller répondre à un autre appel d'urgence. Mais elle insiste, il faut qu'on vérifie. Bon, très bien, on s'y met. Mais honnêtement, la maison elle-même, combinée à la manière dont elle parlait de cet esprit, nous mettait mal à l'aise. En approchant de la pièce, j'étais presque prêt à voir un fantôme surgir. Elle ouvre la porte et dit que l'esprit se tient souvent dans le coin, en haut du plafond. Et là, pas de surprise, ce coin était sombre, avec une ombre terrifiante qui donnait vraiment des frissons. Mon partenaire et moi braquons nos lampes torchées partout dans la pièce. Heureusement, rien. Absolument rien. Je crois qu'on a tous les deux retenu notre souffle en silence pendant un instant. On retourne voir la dame et on lui dit, « Tout va bien, rien d'étrange ici. » Puis je lui lance, « Si vous pensez vraiment qu'il y a un esprit, sachez que nous ne pouvons pas vous aider. Allez voir une église ou une institution religieuse de votre choix, et bonne chance. » On n'a pas attendu une seconde de plus. On est sorti de là aussi vite que possible. Mon partenaire et moi avons été appelés pour un contrôle de bien-être. Un homme âgé, que personne n'avait vu depuis plusieurs jours, sa boîte aux lettres débordait, il avait raté un rendez-vous médical, sa voiture n'avait pas bougé. Vous voyez le genre. Nous savions tous les deux que nous allions probablement trouver un corps. Nous arrivons sur place, frappons à la porte, mais personne ne répond. En regardant par la fenêtre, on aperçoit un pied dépassant sur le sol du salon. Mon partenaire, qui est caporal, fait jouer son grade et me désigne pour entrer en premier. La porte est déverrouillée, et dès qu'on l'ouvre, une odeur familière nous frappe, celle d'un corps récemment mort. Étrangement, un soupir de soulagement traverse mon esprit. C'est triste, mais c'est ce à quoi on s'attendait. Nous entrons prudemment. Mon partenaire me dit de vérifier les signes vitaux. Le corps est là, étendu au sol, manifestement sans vie, des taches de lividité sur la peau, des matières fécales séchées sur lui, de la salive séchée autour de sa bouche. Je m'approche pour m'assurer qu'il est bien mort, pensant déjà au rapport que je devrais rédiger. C'est alors que tout bascule. Juste au moment où je me tiens au-dessus de lui, prêt à vérifier son pouls, il prend une profonde inspiration, se tourne sur le côté, et demande d'une voix rauque, « Qu'est-ce que vous faites chez moi ?» Je ne vais pas mentir, mon cerveau s'est arrêté de fonctionner. Mon partenaire et moi avons littéralement commencé à hurler, lâchant des « bordel de merde » et des « c'est quoi ce putain de truc ?» tout en détalant comme des lapins hors de la maison. Après avoir repris notre souffle, on appelle les secours. Une ambulance arrive et transporte le gars à l'hôpital. Les ambulanciers nous disent qu'ils n'arrivent même pas à mesurer sa tension artérielle ni à trouver un pouls. Ils font ce qu'ils peuvent, mais le vieil homme décède une semaine plus tard à l'hôpital. Depuis, je suis devenu la cible des blagues au poste. Alors, t'as ressuscité quelqu'un aujourd'hui ? Je souris, mais cette nuit-là reste gravée dans ma mémoire. Je ne sais pas si c'était la chose la plus effrayante ou la plus bizarre que j'ai jamais vécue. Peut-être les deux. Je suis flic depuis 15 ans dans une zone de guerre gangrenée par les gangs. J'ai déjà raconté cette histoire, mais elle mérite d'être partagée à nouveau. C'était une nuit tardive, pendant une garde de nuit. On reçoit un appel d'une vieille dame qui dit qu'elle voit quelqu'un dans son jardin. La répartitrice nous informe que c'est la 8e fois qu'elle appelle cette semaine et que personne n'a jamais rien trouvé. Je me dis que c'est juste une autre dame un peu seule et paranoïaque. Mon partenaire et moi arrivons sur place. Elle affirme qu'il est toujours là, quelque part dans son jardin. Bien sûr, madame.
Je sors par la porte coulissante pour commencer à inspecter le jardin. C'est un endroit magnifique, avec des érables japonais, des buissons et un petit étang. Le sol est fait de pierres plates, tout est très bien entretenu. Mais alors que je marche, lampe torche à la main, essayant de rassurer cette dame pour qu'on puisse passer à l'appel suivant, je ressens une sensation étrange. Une peur soudaine, sans raison apparente. C'est un sentiment que je connais bien, celui qui surgit dans des situations vraiment dangereuses. Mais là, je ne comprends pas pourquoi. Je dirige ma lampe vers le haut de la clôture, et là, je vois un gars. Il porte un sweat noir avec la capuche relevée, un pantalon noir, et il est accroupi sur le haut de la clôture, comme un oiseau. Sa tête est baissée, je ne vois pas son visage. Il ne bouge pas, il reste là, sans peur, alors que 2 flics fouillent son jardin. Personne ne fait ça. Normalement, ils courent ou se rendent. Avant même que je puisse dire quoi que ce soit, il fait un saut arrière depuis la clôture, atterrissant dans le jardin derrière. Je grimpe sur la clôture et le vois courir à une vitesse anormalement rapide à travers l'autre jardin. C'était pas naturel. On appelle l'hélicoptère et plusieurs unités. On fouille tout le pâté de maison, sans rien trouver. La vieille dame continuait d'appeler, disant qu'il était revenu. Une fois, elle a même affirmé qu'il portait un costume de clown et jouait aux cartes dans son jardin. Terrifiant. Ces appels ont duré des mois, puis ils ont cessé. Je ne sais pas ce qui s'est passé. À l'époque où j'étais dans l'unité anti-gang, je faisais équipe avec un partenaire. Il conduisait. Il était environ 3 heures du matin, et on roulait sur une route isolée à la périphérie de la ville. On voit une voiture arrêtée sur le bord de la route. Un homme et une femme, dans la trentaine, sont debout à côté, regardant fixement le ciel. On se gare et on s'approche pour voir ce qu'il se passe. On lève les yeux et là, on voit 6 lumières brillantes dans le ciel, en formation rectangulaire. Elles se déplacent de haut en bas, de gauche à droite, en parfaite synchronisation. Mon partenaire dit, ça doit être des drones. On descend de la voiture et les 2 personnes nous demandent, vous voyez ça aussi, pas vrai? On reste là, les yeux fixés. Après environ 10 secondes, certaines lumières s'éteignent tandis que d'autres continuent de bouger. Je braque ma lampe vers elles, et immédiatement, elles disparaissent. Comme si elles n'avaient jamais été là. Pas un bruit, rien. On remonte en voiture et on continue sur la route pour enquêter. Alors qu'on roule, je vois dans le ciel une forme noire, en forme de poire. Elle était presque invisible, se fondant dans le ciel nocturne. Nos phares l'ont partiellement illuminée en passant. Mon partenaire ne l'a pas vue. Je lui demande de s'arrêter, mais quand on descend, elle a disparu. Il pensait que j'étais fou, mais je sais ce que j'ai vu. Quelques années plus tard, je suis dehors avec ma fille de 3 ans. Chaque soir avant qu'elle se couche, on regardait les étoiles ensemble. Une nuit, elle me montre une étoile extrêmement brillante près de l'horizon et me demande ce que c'est. Je la regarde, perplexe, car elle était beaucoup plus lumineuse que les autres et semblait hors de place. Alors qu'on la fixe, l'étoile accélère à une vitesse inimaginable et disparaît au-delà de l'horizon. Ma fille et moi sommes restés sans voix. Je suis membre de la famille d'un policier, et cette histoire m'a été racontée par mon oncle. Là où j'ai grandi, il y avait une usine abandonnée, un endroit que les lycéens et étudiants aimaient explorer, surtout autour d'Halloween, parce qu'il faisait suffisamment peur une fois la nuit tombée. Ce lieu servait également de refuge temporaire pour les sans-abri. Tous les quelques mois, la police intervenait pour faire une vérification, dispersant ceux qui s'y installaient. Une nuit, alors que mon oncle était en service, un appel arrive sur la ligne non urgente. Le correspondant signale beaucoup de mouvements dans le bâtiment et affirme voir de la lumière sur tous les étages, sauf le premier. Mon oncle et plusieurs collègues répondent à l'appel. Moins de 10 minutes plus tard, ils arrivent sur place. Personne en vue à l'extérieur, mais une lumière intense émane des ouvertures où se trouvaient autrefois les fenêtres. En observant, les officiers conviennent que la lumière ressemble davantage à des flammes qu'à des lampes de poche, alors ils appellent les pompiers en renfort, par précaution.
Ils entrent par le rez-de-chaussée pour commencer leur inspection et cherchent les escaliers. Une fois trouvés, ils montent au 2e étage mais là, plus de lumière. Juste de l'obscurité. Ils continuent leur ascension, 3e, 4e, 5e étage. Rien. Pas une seule source de lumière. Ils fouillent chaque recoin du bâtiment, y compris le toit, sans trouver quoi que ce soit d'étrange ni personne à l'intérieur. Pendant ce temps, les pompiers, arrivés peu après l'équipe de mon oncle, surveillent l'extérieur. Mais eux ne voient rien d'autre que l'éclat faible des lampes de poche utilisées par les policiers. Rien qui ressemble à la lumière intense que mon oncle et ses collègues avaient vue en arrivant. Ce qui a le plus troublé mon oncle, cependant, ce n'était pas l'absence de lumière à l'intérieur, mais le fait que toutes les traces d'occupation humaine habituelles avaient disparu. D'ordinaire, les sans-abri laissaient derrière eux des piles de détritus, des cartons, des couvertures. Mais cette fois, il n'y avait rien. Pas seulement qu'il n'y avait personne, mais qu'il n'y avait aucun signe que quiconque ait jamais été là. Mon oncle en parle encore comme l'une des expériences les plus étranges de sa carrière. Ce bâtiment abandonné, où il avait patrouillé à de nombreuses reprises, semblait cette nuit-là plus désert, plus vide que jamais et pourtant, il y avait cette lumière, si claire qu'elle avait attiré leur attention. Un mystère qui reste entier. J'ai travaillé dans les narcotiques sous couverture de la mi-1990 au milieu des années 2000. À l'époque, le crack et la coke dominaient encore, et comme j'étais latino, j'ai pu infiltrer des groupes dominicains qui vendaient dans les immeubles multifamiliaux de Washington Heights, à New York. Je me concentrais principalement sur des affaires de niveau moyen à supérieur, où j'achetais des onces, puis des kilos, avant de procéder aux arrestations. Ces enquêtes prenaient souvent entre 6 mois et 1 an pour établir une relation de confiance avec les groupes. Un jour, je travaille sur une affaire avec un type et son équipe. Je commence avec de petits achats, 1 ou 2 onces, pour gagner sa confiance. Je me fais passer pour un revendeur ayant mes propres gars et un business à gérer, eux devenant mes fournisseurs. Les semaines deviennent des mois, et une relation de confiance s'installe. Chaque rencontre ou transaction me donnait un petit coup de stress, ce genre de papillon dans l'estomac, mais jamais de peur pour ma sécurité. Puis vient le moment du dernier achat, 2 kilos. Comme d'habitude, il me donne rendez-vous chez lui. Lors de ces opérations, je suis toujours équipé d'un micro, avec une demi-douzaine de gars en renfort, soit à proximité à pied, soit prêts à intervenir à l'appel radio. Je reçois son feu vert pour aller à son appartement. J'informe mon équipe, sors de la voiture, et c'est là que ça commence. Une sensation de terreur absolue me submerge. Un froid glacial dans l'estomac, comme si quelque chose de terrible allait se produire. Ce n'était pas comme les papillons habituels, c'était une peur viscérale, paralysante. Je marche sur le trottoir, mais je n'arrive pas à me débarrasser de cette angoisse. Chaque pas semble m'entraîner vers l'échafaud. Puis, cette voix intérieure commence à murmurer. N'y va pas. N'y va pas. N'y va pas. Je tente de l'ignorer, mais tout mon corps crie à l'alerte. Mes sens sont en feu. Chaque personne sur le trottoir semble me regarder comme si j'étais déjà un homme mort. Je n'avais jamais ressenti ça avant, même après des années de travail sous couverture. Finalement, je cède. Je passe devant l'immeuble, essuyant la sueur de mon visage, et j'annule l'opération. Je retourne à ma voiture, les yeux humides, et appelle mon contact. Je lui dis que je dois reporter et que je reviendrai plus tard dans la soirée. Aucun problème, me dit-il. Appelle-moi quand tu es prêt. Je rejoins mon équipe dans une zone de regroupement. Lentement, la peur s'efface. Je redeviens moi-même. Quelques heures plus tard, prêt à reprendre l'opération, mon sergent reçoit un appel des gars de l'homicide. Apparemment, à peu près à l'heure où j'étais censé être dans l'appartement, mon contact et 2 autres gars à l'intérieur ont dégainé leurs armes et se sont tirés dessus. Résultat, du sang partout, des douilles, des kilos de coke et des murs criblés de balles. Est-ce que j'aurais été pris dans cette fusillade? Est-ce que j'aurais été une autre victime dans ce carnage? Je ne le saurai jamais, et je ne veux pas le savoir. J'ai continué à travailler sous couverture pendant des années après cet incident, mais je n'ai jamais
jamais ressenti cette peur viscérale à nouveau. J'ai été shérif adjoint pendant 13 ans, et la majeure partie de ce temps, j'ai travaillé dans une grande prison avec une population importante. J'étais chef d'équipe du groupe d'intervention tactique, chargé de patrouiller les couloirs et de répondre à toutes les urgences, qu'il s'agisse de bagarres ou de situations médicales. Dans la zone d'admission, nous avions une série de cellules d'isolement destinées aux détenus nouvellement arrivés et posant problème, soit mentalement, soit physiquement. Parmi elles, la cellule 3e hante encore aujourd'hui. Une nuit, je suis intervenu pour un détenu qui avait retiré son pantalon et essayé de se pendre dans cette cellule. C'était une tentative sérieuse, et il a dû être transporté d'urgence à l'hôpital. Lors de la révision des images de la caméra pour compléter notre rapport, quelque chose m'a frappé. On le voit debout, immobile, fixant la caméra pendant plusieurs minutes. Puis l'image se brouille, et quand elle revient, il est en train de se pendre. Cela aurait pu n'être qu'un incident isolé. Mais les 3 jours suivants, dans la même cellule, nous avons vu des événements similaires. Un autre détenu a réussi à se tuer en se fracassant la tête contre le mur à plusieurs reprises. Chaque fois que nous regardions les vidéos, le schéma était identique, le détenu restait debout, fixait la caméra pendant un moment, puis l'image se brouillait, et au retour, il avait commis son acte. Ce cycle s'est répété plusieurs fois. Il semblait presque qu'une présence, quelque chose d'invisible, poussait ces personnes à se faire du mal. Chaque fois que je devais passer devant la cellule 3, je ressentais une gêne inexplicable, comme si l'air y était plus lourd. Je ne peux pas m'empêcher de penser qu'il y avait une entité dans cette cellule, une force qui influençait les gens, les poussant à se tuer. Même aujourd'hui, des années plus tard, la cellule 3e glace encore le sang. Je travaille de nuit comme agent de sécurité non armé. Depuis que j'ai commencé avec cette société, j'ai toujours été affecté au même poste, cela fait presque 1 an maintenant. C'est dans une zone urbaine assez animée, mais très calme la nuit. Il y a un poste de police pratiquement en face, donc je suis surtout là pour satisfaire les exigences de l'assurance ou au cas où quelqu'un aurait l'audace d'essayer de voler des matériaux de construction. Le site principal est un immeuble de bureaux en construction, avec un parking à plusieurs niveaux qui lui est rattaché, également en construction. L'arrière de la propriété est bordé par un haut mur de béton, au-delà duquel passe une autoroute très fréquentée. Une nuit, environ 1 ou 2 semaines après Noël, j'étais assis dans ma voiture, plongé dans une session particulièrement dépravée de plague ANC. J'étais occupé à anéantir l'humanité par des moyens variés et sadomasochistes. Priorité, n'est-ce pas? C'est ça, être un bon agent de sécurité. Mais tout a changé quand ma voiture s'est mise à trembler violemment. Je n'ai pas d'arme à feu, mais je garde toujours des nunchakus sur moi. J'attrape mes nunchakus et ma lampe torche, et je sors de la voiture. Franchement, je pensais que c'était mon superviseur. Il adore essayer de surprendre les agents, même s'il n'est pas très doué pour ça. Mais là, personne. Rien à signaler. Avec la fine couche de neige au sol, j'aurais vu des traces de pas ou de pneus. J'allais écrire ça sur le compte d'un effet environnemental étrange, mais alors, ça recommence. Cette fois, debout dehors, ce n'était pas un tremblement classique. C'était plus comme une vibration intense, une sorte de courant dans le sol. Maintenant en alerte, je sors mon téléphone pour lancer une application de scanner d'urgence, espérant entendre parler d'un tremblement de terre ou d'une explosion. Rien. Silence radio pendant plusieurs minutes, puis quelques appels banals, comme une affaire de conducteur ivre de l'autre côté de la ville. À ce stade, je suis un peu flippé, mais plutôt que de retourner dans ma voiture, je décide de faire ma ronde un peu plus tôt, histoire de me rassurer en inspectant le site. Je commence par le parking. Il n'a qu'une seule entrée accessible, juste devant ma voiture. Bien que peu probable, il est toujours possible que des squatteurs se soient faufilés. J'ai un écouteur dans une oreille pour capter d'éventuelles communications. Un appel pour une dispute domestique passe, puis à nouveau, silence. C'est alors que les vibrations reviennent. Cette fois, tout le parking semble trembler.
J'ai juste terminé ma ronde quand je décide de sortir en vitesse, au cas où tout s'effondrerait. Alors que je quitte le garage, un mouvement dans ma vision périphérique attire mon attention. Sur le toit du bâtiment, il y a quelques lumières de sécurité, mais l'une est bloquée par un ascenseur et des matériaux de construction. Et pourtant, je vois une silhouette. Juste une silhouette. Je me dis que c'est sûrement mon imagination. Peut-être des planches de bois qui, avec l'obscurité, donnent cette impression. Alors je retourne à ma voiture pour prendre mes jumelles. Avec elles, je me dis que je pourrais confirmer que ce n'est rien. Quand j'arrive à ma voiture, je manque de perdre mon sang-froid. Une empreinte dans la neige, comme si quelqu'un s'était allongé sur mon capot. 2 traces de mains étaient imprimées sur le pare-brise, la neige y avait fondu. Aucune empreinte de pas ou de pneus, à part les miennes. Je sors mon téléphone, instinctivement, mais il est éteint. Batterie morte. Quand j'ai quitté ma voiture, le téléphone était branché et chargé à plus de 90%. À ce moment-là, je ressens une nouvelle vibration. Je vérifie le siège arrière, évidemment, monte dans la voiture, et je la déplace à l'autre bout du site. S'il y avait des squatteurs, je leur accorde la victoire. Quoi qu'il en soit, je n'ai jamais eu de plainte de la part du chef de chantier ou de mes superviseurs. J'ai même demandé à d'autres agents s'ils avaient vu quelque chose de bizarre sur ce poste, mais ils m'ont simplement haussé les épaules. Je ne sais toujours pas ce qui s'est passé cette nuit-là. Je suis officier de police dans une unité d'intervention d'urgence dans un arrondissement animé de Londres. Une nuit, nous avons reçu un appel signalant une possible dispute domestique dans un immeuble. L'appelante disait entendre des cris et des bruits de lutte venant de l'appartement situé juste au-dessus du sien. Une fois sur place, mon collègue et moi avons frappé à la porte de l'appartement signalé. Sur le chemin, je n'avais rien entendu, et même en arrivant devant la porte, il n'y avait aucun bruit. En fait, il n'y avait pas un son dans tout l'immeuble. Après avoir frappé 2 fois et n'avoir obtenu aucune réponse, mon collègue est descendu pour parler directement à l'informante. Je suis resté devant la porte. J'ai frappé de nouveau, et après un moment, une femme âgée a ouvert. Elle semblait avoir été réveillée en sursaut, visiblement alarmée de me voir sur le pas de sa porte. Je lui ai expliqué que quelqu'un avait appelé la police, affirmant avoir entendu des cris et des bruits de lutte provenant de son appartement. Je lui ai demandé si quelqu'un d'autre se trouvait chez elle. Elle m'a regardé, perplexe, et m'a dit qu'elle vivait seule et qu'elle dormait au moment des faits. Je lui ai demandé si je pouvais entrer pour m'assurer qu'il n'y avait vraiment personne. Elle m'a invité à entrer, et je me suis retrouvé dans un petit appartement de 2 pièces. Tout était plongé dans l'obscurité, à l'exception de la lumière du couloir et de la lampe de chevet de sa chambre. J'ai commencé à fouiller l'appartement pièce par pièce. Alors que je m'approchais de la dernière porte, celle du salon, mon collègue m'a appelé par radio. Il m'a dit qu'il était en route et m'a demandé si tout allait bien. J'ai confirmé que tout était en ordre, bien que surpris par son ton agité. Il m'a alors expliqué qu'il était avec l'informante et qu'il pouvait entendre des cris et des bruits sourds provenant de l'appartement où je me trouvais. Je lui ai répondu que cela devait être une erreur, car j'étais presque sûr que l'appartement était vide et que je n'avais rien entendu. Mais en avançant vers la dernière porte, je dois admettre avoir ressenti un malaise croissant. En ouvrant la porte, une vague de froid intense m'a frappé. L'air était glacé, et mon souffle s'est immédiatement transformé en vapeur. La pièce était vide, plongée dans l'obscurité, et il n'y avait aucun signe de lutte. Les fenêtres étaient toutes fermées. J'ai appelé mon collègue par radio et lui ai demandé d'écouter mes pas pendant que je marchais dans la pièce. Il m'a confirmé qu'il pouvait entendre mes pas, mais il a aussi dit que les cris avaient cessé au moment où j'ai ouvert la porte. Après avoir terminé ma fouille, je me suis excusé auprès de la vieille dame pour l'avoir réveillée. Elle semblait autant perplexe que moi. Mon collègue et moi sommes repartis, tous deux mal à l'aise et sans aucune explication rationnelle pour ce que nous avions vécu. Quand j'ai rejoint la police, durant les 2 premiers jours de notre formation, nous avons assisté à une conférence donnée par un « vieux de la vieille »,
comme on appelle les officiers expérimentés dans la police britannique. Cet homme avait une vingtaine d'années de service et nous racontait les expériences marquantes de sa carrière. Parmi elles, il nous a parlé de la plus étrange. Un jour, pendant une patrouille en voiture, il avait été envoyé avec son coéquipier sur un appel signalant une situation étrange dans une maison. Arrivé sur place, il découvre une grande maison isolée, imposante, mais apparemment vide. Il frappe à la porte, mais personne ne répond. En essayant la poignée, il constate que la porte est déverrouillée. En entrant, il s'aperçoit que la maison est complètement vide. Pas une âme, pas un meuble, pas d'effet personnel. Rien d'autre que des murs nus et le silence. Il fouille méthodiquement la maison, mais ne trouve personne. Puis, en levant les yeux vers l'étage, il a l'impression de voir quelqu'un bouger. Il décide de monter. L'étage se compose d'un long couloir avec plusieurs pièces de chaque côté. En arrivant en haut, il aperçoit une silhouette qui entre dans une chambre au bout du couloir. Il l'appelle en s'approchant, sa voix résonnant dans l'immense espace vide. Chaque pièce qu'il croise est totalement dépouillée, sans la moindre trace de vie. Quand il atteint finalement la chambre où il a vu la silhouette entrer, il découvre une pièce tout aussi vide que les autres. Rien. Aucun meuble, aucune personne. Sauf un long miroir, posé contre le mur. Il s'avance et regarde dans le miroir. Ce qu'il y a vu, dit-il, l'a hanté pour le reste de sa vie. Il ne nous a jamais dit ce qu'il avait vu. Il a affirmé qu'il n'en parlerait à personne, jamais. Mais l'expression de son visage, la gravité de sa voix, laissaient entendre que c'était quelque chose d'absolument terrifiant. Il a fait demi-tour pour quitter la maison, mais en redescendant le couloir, il a remarqué quelque chose de profondément dérangeant, toutes les pièces qu'il avait traversées, auparavant vides, étaient désormais meublées. Chaque chambre, chaque salon, chaque espace était rempli de mobilier, comme si la maison était redevenue habitée en un instant. Toujours aucune trace de vie humaine, mais la maison n'avait plus rien de l'abandon qu'il avait constaté en entrant. Il a quitté la maison ce jour-là, complètement perturbé. L'appel au 999, numéro d'urgence britannique, n'a jamais été expliqué. Il n'a jamais su qui l'avait passé ou pourquoi. Mais il a toujours été sûr, à 100%, de ce qu'il avait vu. Quand il nous racontait cette histoire, il était sérieux comme jamais, et on pouvait sentir qu'il croyait sincèrement à ce qu'il disait. Sa conviction m'a donné des frissons dans le dos, et je n'ai jamais oublié son récit. Voici une histoire venant de Russie. Le père de ma petite amie était un policier volontaire. C'est un peu comme un adjoint de shérif en Amérique, mais avec beaucoup moins d'autorité. Ces gars-là s'occupent de petites choses comme empêcher les gens de marcher sur les pelouses publiques ou de calmer un ivrogne qui chante dans la rue. Un soir, ils reçoivent un rapport signalant un rassemblement illégal dans le parc de la ville. Ils s'y rendent pour vérifier et trouvent simplement deux grandes familles célébrant un mariage. Ils leur souhaitent bonne chance et repartent. Sur le chemin du retour, ils décident de couper par le vieux cimetière. Ce cimetière date de la Seconde Guerre mondiale, et aucune nouvelle tombe n'y a été ajoutée depuis. Un vieil homme en prenait soin à moitié pour un petit salaire. C'était un endroit tranquille, presque paisible. La nuit était tombée, alors notre héros marchait rapidement sur la route principale. C'est là qu'il aperçoit le gardien du cimetière, occupé à réparer une clôture endommagée par une branche tombée. Un peu plus loin, il y avait sa charrette, remplie d'outils de jardinage. C'est alors que notre héros a une idée. Il décide de faire une blague au gardien. Il s'approche discrètement de la charrette, prend un sac poubelle, découpe 2 trous pour les yeux avec son couteau de poche et enfile le sac sur sa tête et son torse. Puis, il se faufile jusqu'au gardien, allume son briquet sous le sac pour que la lumière brille à travers les trous, et commence à pousser des gémissements lugubres. Le gardien se retourne lentement, le fixe pendant 1 minute, puis se détourne tranquillement et retourne à son travail. Notre héros, complètement décontenancé par l'absence totale de réaction, commence à se sentir un peu coupable de son comportement puéril. Il enlève le sac, marmonne un embarrassé désolé, mec, et se dépêche de quitter le cimetière. Alors qu'il atteint les grilles du cimetière, il entend des pas rapides derrière lui.
C'est le gardien, qui court vers lui, le pique douloureusement avec une bêche, et hurle. Combien de fois je dois vous le dire, vous autres, flânez si vous voulez, mais ne quittez pas le territoire. Je suis policier en Alaska et je travaille de nuit, souvent dans les zones périphériques de la ville. Une nuit, mes collègues et moi avons répondu à un appel d'une famille qui disait entendre quelqu'un hurler comme un loup sous leur terrasse arrière. En chemin, un autre officier m'a appelé pour me dire qu'il s'était rendu chez le voisin plus tôt dans la soirée. Ce voisin était connu du département pour avoir appelé plusieurs fois en affirmant que quelqu'un s'introduisait chez lui. Mais chaque fois, il n'y avait aucune trace de présence, pas même de pas dans la neige fraîche. Cette nuit-là, le voisin était convaincu qu'on essayait de cambrioler sa maison. Il a appelé la police et est sorti pour confronter la personne supposée. Mais il n'a trouvé personne. Il pensait ensuite avoir vu quelqu'un à sa fenêtre et a tiré sur sa propre maison. Quand la police est arrivée, ils n'ont trouvé aucune preuve de tentative d'effraction. L'opinion générale était que ce voisin était simplement un peu fou. Donc, en répondant à l'appel de la famille, nous pensions que le voisin fou était peut-être allé sous leur terrasse pour hurler. Quand nous sommes arrivés sur place, nous avons parlé aux propriétaires, qui nous ont demandé de faire un tour autour de la maison. Nous n'avons trouvé aucune empreinte autour de leur terrasse. Mes collègues sont allés explorer les bois voisins pendant que je restais avec les propriétaires. Ils nous ont assuré qu'ils avaient clairement entendu des hurlements sous leur terrasse. La femme a mentionné que, la semaine précédente, elle avait vu la police chez leurs voisins. Pendant que les officiers faisaient le tour de la maison, elle avait aperçu un homme maigre avec une veste sombre et de longs cheveux noirs courir depuis l'autre côté de la maison, disparaissant dans les bois. Nous avons suivi les pistes dans les bois et elles menaient à une autre maison, puis plus profondément dans la forêt, avant de perdre la trace. Nous avons conseillé aux propriétaires de verrouiller leurs portes et de nous appeler immédiatement s'ils entendaient ou voyaient quoi que ce soit d'autre. En repartant, je n'ai pas pu m'empêcher de penser, peut-être que le voisin n'était pas si fou après tout. Je suis shérif dans ma région, et un soir, nous avons reçu un appel au 911. La personne au bout du fil ne disait qu'une chose, « Aidez-moi, s'il vous plaît ». J'ai pris l'appel, et je me souviendrai toujours du ton de cette voix. Il était étrangement aigu, mais ce n'était pas une voix d'enfant. Cela va paraître cliché, mais il y avait quelque chose dans cette voix qui ne sonnait pas humain. Nous avons effectué une traçabilité pour déterminer l'origine de l'appel et nous sommes rendus sur place. Après avoir frappé plusieurs fois sans réponse, nous avons contacté le propriétaire. Il nous a expliqué qu'il était en vacances, qu'il vivait seul, à part un chat, et qu'il nous autorisait à entrer. Il nous a indiqué où trouver sa clé cachée. Nous pénétrons dans la maison, et il n'y avait personne. Aucune trace d'effraction, rien d'inhabituel. Le propriétaire nous informe qu'il avait récemment acheté une caméra de surveillance qu'il avait posée sur la cheminée du salon. Il n'avait eu le temps de faire que le strict minimum avec, donc elle aurait pu être mal positionnée, floue ou même inutile. Nous trouvons la caméra, confirmons qu'elle était bien en marche, et commençons à visionner les enregistrements. Étrangement, la caméra était dirigée précisément vers le pavé numérique du téléphone fixe. Un gros plan, au point où le clavier remplissait presque tout l'écran. Heureusement, il y avait aussi de l'audio. Nous faisons défiler jusqu'à quelques minutes avant l'appel au 911 et commençons à écouter. Rien. Juste le silence, à peine troublé par le bruit occasionnel d'une voiture qui passe. Quelques lampes étaient allumées, et on aurait vu des ombres s'il y avait eu un quelconque mouvement. Mais rien. C'est à ce moment-là de l'histoire que je risque de perdre en crédibilité auprès de certains d'entre vous. Environ une minute avant l'appel au 911, nous entendons une voix sur l'enregistrement. Cette voix, je ne sais pas comment la décrire, mais elle était glaçante. C'était un mélange de chuchotements et de gémissements, et surtout, elle dégageait une hostilité malveillante. La voix disait « Tu viens avec moi. Tu viens avec moi. » Et c'est tout. Environ 10 secondes passent. Puis, sur la vidéo, nous voyons clairement ce qui ressemble à la patte d'un chat appuyé sur le pavé numérique du téléphone pour composer le 911. Puis l'enregistrement s'arrête.
Mon partenaire et moi nous regardons, abasourdis. Nous ne savons pas quoi faire. Nous n'avons aucune explication rationnelle, et franchement, nous aurions préféré ne pas voir ce que nous venions de voir, parce que cela semble complètement fou. Ne sachant pas trop comment gérer la situation, nous avons pris le chat et l'avons mis en preuve, jusqu'à ce que nous puissions en discuter avec le chef. À partir de là, l'histoire prend quelques détours intéressants, mais davantage liés à des procédures légales ordinaires, sans rien de surnaturel. Pourtant, cette nuit-là, la voix et ce que nous avons vu sur cet enregistrement restent gravés dans ma mémoire. Je n'ai jamais pu trouver d'explication logique, et cela me hante encore aujourd'hui. J'ai travaillé dans une prison d'État qui était auparavant un hôpital psychiatrique. Une partie des installations était encore utilisée comme institution. L'agencement des blocs était particulier, les détenus dormaient à l'étage supérieur la nuit, et pendant la journée, ils étaient amenés au deuxième étage. Si un détenu était particulièrement viol, il était attaché à un lit au troisième étage, où un officier devait le surveiller. Une nuit, je me retrouvais seul au troisième étage, chargé de surveiller un détenu attaché au lit. Tout semblait calme, jusqu'à ce que ma radio coupe et que j'entende une porte s'ouvrir puis claquer violemment. Ces portes étaient de lourdes portes en bois massif, impossibles à faire bouger par un simple courant d'air. Certes, il y avait de petites fenêtres dans le bâtiment, mais elles étaient bien trop petites pour laisser passer assez de vent pour provoquer un tel bruit. Je commence à entendre des bruits de fracas provenant d'une pièce au bout du couloir. Cela ressemblait à des tiroirs métalliques qu'on ouvre et ferme brutalement. Je me dis que c'est probablement un autre officier qui a discrètement monté là-haut pour fumer une cigarette. Mais les bruits continuent, et ils sont trop répétitifs et réguliers pour que ce soit normal. Finalement, je décide de vérifier, même si cela viole le règlement de laisser le détenu sans surveillance. Après tout, il est attaché au lit, il ne va nulle part. Je quitte mon poste et me dirige vers la pièce d'où viennent les bruits. J'ouvre la porte, et la pièce est complètement vide. Pas un meuble, pas un objet, rien qui aurait pu produire ce bruit. En sortant, la porte se referme lourdement derrière moi. Je retourne à mon poste, un peu troublé, mais je décide de passer outre. Quelques minutes plus tard, le bruit recommence. Encore une porte qui claque. Et cela se reproduit. Une fois, 2 fois, jusqu'à 5 fois avant la fin de mon quart. Je ne peux toujours pas expliquer ce qui s'est passé cette nuit-là, mais cela m'a glacé le sang. Travailler dans ce bâtiment, déjà lourd d'histoire, est devenu beaucoup plus inquiétant après cette expérience. Mon père a travaillé comme gardien de prison au centre pénitentiaire de Goulburn, en Australie, l'une des prisons les plus anciennes et les plus dures du pays. Une histoire qu'il raconte de son temps là-bas m'a toujours marqué. Il disait que l'endroit était déjà terrifiant en soi, et cela n'était pas aidé par certains des détenus à l'époque, dont le tristement célèbre Ivan Mila, sur lequel le film Wolf Creek est basé. Dès le début, il avait remarqué quelque chose de bizarre, les chiens refusaient catégoriquement d'entrer dans la prison. Peu importe les efforts des gardiens, ils ne pouvaient pas les faire passer la porte principale. Ils s'arrêtaient net, tremblants, grognant ou tirant en arrière, comme s'ils savaient quelque chose que les humains ignoraient. Mais le moment le plus effrayant est arrivé une nuit. Mon père et ses collègues ont entendu des bruits de pas résonner dans les couloirs, des bruits lourds, comme des bottes martelant le sol. Tous les détenus étaient enfermés dans leurs cellules, alors ils ne comprenaient pas d'où cela pouvait venir. Puis, comme si cela ne suffisait pas, les portes des cellules inoccupées à l'étage supérieur ont commencé à claquer bruyamment, l'une après l'autre, dans un enchaînement de fracas métalliques. Les gardiens se regardaient, incapables de bouger, tentant de trouver une explication rationnelle. C'est alors qu'ils ont vu la source des bruits. Mon père jure que ce qu'il a vu cette nuit-là est vrai, et il avait un collègue avec lui pour corroborer son histoire. En levant les yeux, ils ont vu des bottes cloutées, sans corps, courir le long du couloir supérieur, juste au-dessus de leur tête. Les bottes semblaient flotter dans l'air, produisant ce bruit de martèlement et de fracas à chaque pas. Elles ont disparu à l'autre bout du couloir, laissant derrière elles un silence glacé. Peu après cet événement, mon père a décidé qu'il en avait assez et a quitté son poste.
Cet endroit, disait-il, avait une noirceur qu'il ne pouvait pas supporter plus longtemps. Super flippant. Je travaillais de nuit et j'étais encore en formation avec mon officier formateur. À ce moment-là, j'en étais à la 2e phase sur 4 de mon programme. On nous envoie sur une intervention à l'extrémité sud de la ville. C'était dans une impasse qui longeait une montagne, un endroit sombre et isolé, en réponse à une activité suspecte. La maison en question avait une histoire troublante. Quelques mois plus tôt, elle avait été le théâtre d'une découverte macabre. Un corps y avait été retrouvé, laissé à l'abandon pendant des semaines avant qu'un voisin ne signale l'odeur. Depuis, les voisins affirmaient entendre des bruits étranges, des voix, des coups, des rires, et même des pleurs, comme si plusieurs personnes occupaient encore les lieux. Mon officier et moi arrivons sur place sans encombre. Je gare le véhicule un peu plus loin, lumières éteintes, fenêtres baissées. Immédiatement, nous entendons des voix distinctes venant de la maison. C'était étrange, presque irréel. Nous étions hors de vue de la maison et, ni lui ni moi, n'avions jamais répondu à une intervention à cet endroit avant cette nuit-là. Impossible de savoir ce qui nous attendait. Mon officier, dans son rôle de mentor, me lance un classique. « Alors, tu fais quoi ?» Je réfléchis rapidement et lui dis que nous allons approcher prudemment, demander une unité supplémentaire, car on semblait être en infériorité numérique. Il acquiesce, et c'est exactement ce que nous faisons. Nous avançons à pied vers la maison. Dès qu'elle est en vue, quelque chose cloche. La maison est plongée dans l'obscurité totale. Les fenêtres sont barricadées et un avis municipal est cloué sur la porte, signalant que le bâtiment est dangereux et inhabitable. Convaincus que nous avons affaire à un groupe de toxicomanes, nous attendons l'arrivée du renfort avant de commencer une fouille approfondie. Une fois le renfort arrivé, nous cherchons autour de la maison, dans les zones désertiques voisines. Aucun signe de pas, aucune trace de présence humaine. Rien. Nous revenons donc vers la maison et décidons d'y entrer par l'arrière. Je prends la tête. En annonçant notre présence, j'entends un bruit, quelque chose bouge à l'intérieur. Je signale à mes collègues que j'ai entendu du mouvement, et mon officier confirme. L'odeur qui nous accueille est insoutenable. Une puanteur lourde, presque tangible, comme si la maison elle-même était imprégnée de décomposition. L'intérieur est complètement plongé dans le noir. J'avance à gauche et garde ma position pendant que mon partenaire et mon officier me suivent. Nous marchons sur ce que nous comprenons être la silhouette décolorée laissée par le cadavre en décomposition des mois plus tôt. C'était déroutant. Aucun de nous n'avait visité les lieux auparavant, et dans cette obscurité oppressante, l'espace semblait étranger. Mon partenaire éclaire le couloir avec sa lampe torche. Soudain, il se met à courir en criant à quelqu'un d'arrêter. Mon officier et moi le suivons précipitamment jusqu'à la chambre principale. Là, mon partenaire s'arrête, complètement déconcerté. Il nous explique ce qu'il a vu, un visage pâle, à environ 1,50 m du sol, qui lui a souri avant de disparaître dans la chambre. Mais la pièce est vide. Aucun meuble, aucun signe de présence. Nous fouillons toute la maison sans rien trouver. Pas une seule personne, pas même un animal. Nous ressortons, frustrés et perplexes. 2 heures plus tard, un nouvel appel nous renvoie sur les lieux. Encore une fois, nous fouillons sans résultat. Le lendemain matin, nous examinons les images des caméras corporelles. Ce que nous voyons me glace le sang. Sur l'enregistrement de mon partenaire, une moitié de visage apparaît brièvement. Sur l'audio, des murmures se font entendre, des chuchotements à peine audibles que nous n'avions pas remarqués sur le moment. Ils semblaient venir de nulle part, ou de partout à la fois. Malheureusement, les vidéos ont été effacées après 180 jours, comme le veut la procédure pour les cas sans arrestation ou interaction publique. Pourtant, cette nuit-là reste gravée dans ma mémoire. Je ne saurais dire si ce que nous avons vu était réel ou non, mais cette maison, elle n'avait rien de normal. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.